Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Galland, président du Collège intégrateur KNX France. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin pour cette journée ETS 6 Days en direct de l'hôtel Bella Rouya à Montpellier. Hi, welcome. We're streaming live from Montpellier for KNX ETS 6 days. And we have a morning packed full of good activities for you this morning from Montpellier. Nous sommes heureux de vous accueillir si nombreux connectés donc, pour ce Facebook Live. Donc au programme de la matinée à 9h30, nous allons retrouver Dan Napar, VP KNX France pour une présentation KNX et IoT. Ensuite à 10h30, quelques nouveautés ETS6 présentées par François Meyer de KNX France, avec un focus sur la topologie KNX Secure et KNX RF. Puis à 11h30, une présentation live de TS6 présentée par Marie-Pierre Poinsart du Collège intégrateur KNX France, avec une démonstration live, quelques retours d'expérience avec quelques questions-réponses. Tout de suite, retrouvons notre président Rémi Osterman, président de KNX France, pour un petit mot d'introduction. Bonjour, je suis Rémi Osterman, le président de KNX France. KNX France est la représentation de KNX International en France. Nous sommes structurés de la manière suivante. Nous avons dans nos membres près de 3500 intégrateurs, électriciens, metteurs en œuvre qui utilisent KNX tous les jours en France. Ils sont accompagnés par des fabricants qui, eux, ont et proposent des offres et des solutions parfaitement complémentaires pour répondre à ces enjeux. Et pour faire progresser l'ensemble de la filière, nous avons bien évidemment un parcours de formation dispensé dans plus de 30 centres de formation répartis sur l'ensemble du territoire. Ces centres de formation exécutent et dispensent les mêmes formations qui sont certifiées au niveau international. Un gage de qualité, un gage de pérennité. Mais nous avons également un ensemble de distributeurs qui assurent la distribution de nos produits KNX à l'ensemble de cette filière. Et puis bien sûr, par-dessus tout, nous avons un collège intégrateur qui vient, en tant qu'expert, assurer et supporter le développement de nos solutions KNX dans un écosystème plus large du Smart Building vers le Smart City. Notre mission, c'est de développer les solutions KNX dans les bâtiments résidentiels et tertiaires pour qu'ils soient performants, efficace et durable, et répondre ainsi aux enjeux qui nous concernent tous, ces enjeux de transformation et de transition énergétique et de transition numérique. Notre mission, c'est de faire la promotion de KNX, élever KNX à son plus haut niveau, mais c'est aussi élever la compétence de l'ensemble de la filière, grâce à des centres de formation et un programme complètement intégré. Et pour ce, nous avons au sein de notre association un ensemble de membres très complémentaires. Des fabricants, des centres de formation et bien sûr l'éducation, des intégrateurs avec la création d'un collège intégrateur spécifique et compétent et bien sûr des distributeurs. Donc nous voilà revenus en direct avec Dan Napar, VP KNX France, pour une présentation KNX IoT. Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur d'être avec vous, je vous souhaite le bienvenu et je vous souhaite une très grande carrière avec KNX parce que moi-même j'ai rentré dans l'activité KNX pratiquement il y a 35 ans pour arriver aujourd'hui avec une activité qui se déroule bien sûr pour le marché français où je travaille toujours en Europe et dans le monde. J'espère de vous amener quelques nouveautés qui vont lancer de nouveaux KNX pour beaucoup des années en avant et je vous souhaite plein de succès. Il est très clair que j'ai mis sur ce document qui est public, donc à distribution de vous tous par les moyens qui vous est les plus appropriés, beaucoup de transparents, mais j'ai fait un dossier complet. Ça a été mon premier but. Aujourd'hui, je vais passer les choses les plus importantes et le fait que vous êtes de métier m'aide beaucoup, notamment dans la partie technique où je suis sûr pour la mise en œuvre. Je ne suis plus celui que j'étais comme vous il y a 35 ans. Néanmoins, pour l'avenir, c'est très important
de voir comment KNX, dans le monde nouveau des IoT, se déroule. Et les documents que vous voyez là-dedans sont organisés sur quelques chapitres qui sont très clairs les unes après les autres. Premièrement, le principe pour l'avenir, pourquoi KNX IoT et le comment, une vue globale de tout cela, extension transparente de la communication IP native, les avantages et deux backup slides qui sont pour vous-même un peu plus pour rentrer dans les détails à la fois de la standardisation. Tout est en anglais, hein. Par contre, des choses qui ont été développées en anglais et qui ont resté des images qui ne peuvent pas être traduites parce que je n'ai pas assez, il n'y a pas besoin. Et une dernière nouveauté, je ne sais pas, c'est pour la première fois que je parle pour vous néanmoins, de IP Bliss, qui est une initiative mondiale de convergence vers IP de tous les réseaux de protocoles de communication ouverts et quelques mots là-dedans. Pourquoi nous avons fait le KNX IoT? C'est la réponse aux défis actuels dans les bâtiments ainsi que la réponse aux entrants sur le marché. Donc il y a beaucoup de gens avec la nouvelle technologie et notamment Internet se sont mis de travailler dans les bâtiments avec des buts complètement différents. Lorsque nous avons commencé à créer la stratégie pour l'avenir au sein de l'association KNX, il y a eu quelques années, hein, j'ai participé. Il est rapidement devenu évident que nous devions faire évoluer de certaines limites que KNX classique a aujourd'hui, après plus de 30 ans, afin de continuer à être performant dans le monde numérique. Je pense que vous savez, on définit KNX classique, tout ce que ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, pour un certain type de technologie, telle que vous les connaissez et qui est la plus pratiquée en même temps et la plus répandue dans les bâtiments. Ensuite, on appelle KNX IoT tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il est également rapidement devenu évident que la cybersécurité devrait être un élément essentiel dès le départ et qu'il n'y avait pas d'alternative réelle à la communication basée sur IP. D'un autre côté, il était également évident qu'un KNX pour IoT devait fonctionner exactement de la même façon, à la fois filaire et sans fil. Donc déjà, on garde, si vous voulez, la même approche et on la même communauté de la mise en œuvre pour toutes les solutions. Étant donné qu'il existe de nombreuses solutions propriétaires dans l'environnement IoT, il a été décidé d'offrir une solution standardisée aux fabricants non KNX pour intégrer facilement leur appareil. Donc, KNX IoT ne se veut pas une ouverture vers la cafetière qui communique ou le... Excusez-moi, je dois sortir un peu des soutiens-gorge qui est communicant aussi ou d'autres types d'inventions. Non, c'est pas fait pour cela. C'est pour des choses qui sont très claires. Donc, l'IoT pour KNX ne serait pas une bonne solution s'il n'avait pas été pensé dès le début de réunir la base installée avec le nouveau monde IoT de KNX aussi facilement que possible. Donc, les principes fondamentaux, et ce slide c'est très important parce qu'ils sont les messages les plus importants vers vous et ensuite vers le marché, on garde toujours la compatibilité ascendante. Donc, tout ce que ça a été fait depuis 30 ans reste valable et les clients gardent leur investissement. C'est le premier point fort de KNX par ailleurs, et je pourrais ajouter à ma connaissance que BACnet qui ont ces deux types de caractéristiques. La possibilité unique que KNX utilise ETS est une nouvelle fois payante et minimise l'effort de connexion entre KNX classique et KNX IoT, toujours le même outil de mise en œuvre. Donc, globalement, pour vous, pour les clients, tout ce qu'on dit, KNX classique, KNX IoT, c'est un sujet des technologies, mais pour eux, tout va d'ensemble et l'ETS reste le seul et unique moyen de mise en œuvre. Évolution par conception by design. J'aime bien dire en anglais by design parce que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde des développements. Par conception, c'est beaucoup plus, comment je vais dire, positif pour les architectes et pour les gens en fait de la conception de systèmes. Utilisant la standardisation pour le développement du référentiel KNX, c'est mettre à jour la documentation dans les domaines publics et les programmes de certification. Donc, KNX est toujours à l'état de l'art. Ça n'a jamais été un gap technologique en KNX. Pour les marchés, cela signifie que chacun peut faire exactement ce qu'il a besoin. On peut continuer à travailler sur des projets avec KNX classique. Donc ça restera toujours compatible.
2. Créer de nouveaux projets avec KNX IoT. On peut penser, pour un projet nouveau, de commencer directement avec KNX IoT. Créer de nouveaux projets avec KNX et KNX IoT. Vu que l'outil de mise en œuvre est le même, ça assure la compatibilité entre les générations technologiques sans aucun problème. Et aussi, on peut faire étendre les projets KNX classiques existants avec des KNX IoT. Donc, ces 4 façons de développer sur le marché n'empêchent pratiquement aucun projet de ne pas être fait dans une technologie, dans une autre, ou la combinaison de deux. Puisque rien ne change dans les façons qu'a été utilisée, l'intégration a lieu en arrière-plan et ne nécessite que quelques étapes simples. Donc, KNX IoT, en fin de compte, il y a 2 parties là-dedans. Première, c'est le KNX IoT Third Party API, donc des applications tierces, ou KNX IoT Point API, qui sont les rajouts de IoT directement dans les process. On verra bien comme ces 2 choses-là se font. Donc, l'API tierce est conçue pour les fabricants non KNX. Donc, en d'autres termes, le problème qui est décrit dans ces transparents, c'est que quelqu'un d'autre qui souhaite utiliser toute la partie KNX, toutes les installations, toutes les fonctionnalités, et d'utiliser, si vous voulez, au moins les 5 utilisations réglementaires. Tout ce qui est chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, refroidissement, éclairage, peuvent le faire, et de rajouter d'autres types de fonctionnalités tout en faisant une API, donc une application pour pouvoir se relier à l'installation. L'API tierce a été développée de telle sorte qu'il prenne en charge une interface WebSocket. Bon, il y a beaucoup d'anglicismes, je ne sais pas si vous les aimez. Moi, il y a 35 ans, j'adorais, je faisais que ça. J'utilisais que l'anglais, alors maintenant ça me gêne. Pourquoi? Parce que si celui qui écoute ne connaît pas le concept, je peux vous dire, c'est bien gentil, mais ça passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire WebSocket? C'est ni plus ni moins une configuration d'architecture client-serveur, dans laquelle les clients posent la question, le serveur répond. Dans ce cas précis, le serveur, c'est l'installation KNX. Et de l'autre côté, on pose des questions par une application et on répond. Donc, de cette façon, les applications cloud peuvent recevoir des informations sur des demandes, ce qui minimise le transfert de données vers le cloud et donc les coûts. Pour que ça se fasse, on continue avec la très grande facilité de faire, à savoir que par des événements. Si l'installation fonctionne autonome, on voit que les changements d'état qui se passent dans l'installation. Les KNX IoT pointent les points. L'API est destinée aux fabricants des KNX. Donc, en d'autres termes, le développement est fait par des membres KNX ou des gens qui vont faire des produits et offre une solution qui permet la communication entre les capteurs actionnaires IPv6. Je pense que vous savez, vu le fait que tout le monde va vers IP6, IPv6, c'est le nombre d'adressages, le nombre d'adresses diminue. Donc, il va falloir passer de IPv4 tel qu'elle est aujourd'hui, la IPv6. C'est exactement ça qui est mis dans ces transparents. Cela signifie que de nouveaux appareils peuvent être utilisés dans les systèmes KNX qui utilisent des supports supplémentaires tels que Thread ou Wi-Fi pour l'échange de données. Donc, on mélange pas seulement le physique, donc radio ou Wi-Fi, et en même temps les filaires, mais en même temps, on peut mélanger IPv4 et IPv6. On garde toujours en KNX l'idée que tout mélange qui est réglé par ET6 doit correspondre à un système cohérent. Par conséquent, les communications de l'API IoT pointe de KNX est optimisée pour les plus petits appareils et la bande passante limitée. Il ne faut pas oublier, néanmoins, quand on parle de tout ça, c'est les limites de transmission des RF qui a des barrières physiques, à la fois dans la distance, à la fois dans la fréquence et à la fois vis-à-vis des murs. Donc, les appareils qui sont connectés comme ça sont que des capteurs actionnaires, au moins pour l'instant. En particulier, lorsque le réseau Thread est utilisé, le plus haut niveau de fiabilité est amélioré par les fonctionnalités. Donc, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est que on arrive à IPv6, avec Thread, on arrive sur un réseau maillé
qui a d'autres types de caractéristiques, comme par exemple autodiagnose ou des changements, des transferts automatiques entre les points si on perd une liaison, etc. Donc, ce n'est pas seulement un réseau qui arrive, pas seulement des capteurs actionnaires, mais en même temps un réseau noyé qui garde toutes les prescriptions de réseau qui doivent arriver. Bon, ça c'est un slide que je ne vais pas communiquer, je vais pas commenter. Ce sont toutes les références internationales des communications que vous pouvez les trouver. Maintenant, il y a un pas de plus quand on parle de tout ça, à savoir, c'est bien gentil. On mélange les technologies, on a le web. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les données, la qualité des données, l'utilisation des données par quelqu'un d'autre et pour faire quelque chose d'autre? Pour les constructeurs qui mettent en œuvre de telles plateformes d'intégration, il est important que les informations mises à disposition par Kyonix IoT Gateways, puisqu'il faut quelque chose qui traduit toutes les informations dans un langage que vous connaissez, je suppose, sûrement mieux que moi, soit lisible par un ordinateur et une sémantique étendue, en conséquence directe des données des produits utilisés et ou de celles de l'installateur lors de la conception et la programmation des systèmes installés. Les données riches, donc sémantiques, sont ensuite mises à disposition de la passerelle IoT et qui fournissent par ETS une sortie de données qui est parfaitement calibrée pour un langage humain. Donc, en d'autres termes, on connaît les données d'une sonde de température, faisons très clair. Sonde de température, par contre, côté Internet, il faut savoir que c'est une température qui a la valeur principale qui est des degrés et des degrés Celsius. Il ne faut pas oublier que KNX est mondial, donc Celsius. Ensuite, ça se trouve dans le local, salle d'exposition. Et ensuite, ça se trouve dans la pièce respective. Donc, tous ces types de données qui sont programmés dans l'ETS pour les installations normales doivent trouver une sorte de langage ontologique, comme on l'appelle, reconnu par les utilisateurs. Donc, ces données enrichies offrent également la possibilité de simplifier la phase de conception de l'installation KNX, sélection plus facile des fonctionnalités de l'appareil prise en charge. Ça peut à la fois faciliter énormément et d'amener beaucoup de gens vers la conception, mais ça peut être une petite difficulté pour ceux qui la mettent en œuvre, parce qu'à quelque part, ils vont prendre un langage humain pour faire un langage machine. Ça doit se faire. C'est ETS qui résout ces problèmes, donc ça doit se faire. Ça, je ne vais pas passer, donc en détail. Ce sont les trois parties qui sont importantes sur la vie globale, qui quelque part s'appuient pour des données, et les publish subscriptors, je vais les détailler. Là-dedans, vous avez tous les détails informatiques de comment se font les API tierces. Ensuite, nous avons tout ce qui est le projet export des données par ETS. Et ensuite, comment on fait les connexions, par exemple, de threads. Comme j'ai des schémas techniques qui, je suppose, c'est beaucoup mieux pour vous, je vais passer directement là. Néanmoins, un petit détail sur tout ce qui est cette interface, qui est ni plus ni moins les données qui sont envoyées dans les... Désolé, de nouveau de l'anglais, Edge ou Cloud. C'est deux conceptions différentes systémiques. Edge, cela veut dire que tout l'automatisme est décentralisé, que toutes les ressources suffisent à elles-mêmes pour résoudre le problème qui est donné. Pour les clouds, c'est différent. Et donc, ça se passe dans les bâtiments. Ça ne sort pas du bâtiment. Il n'y a pas besoin d'Internet. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Pour les clouds, c'est différent. Il faut choisir que les informations qui sont nécessaires pour une application tierce, par exemple, ou de faire autre chose, et ensuite d'éventuellement revenir vers l'installation. Cette partie de revenir vers l'installation est assurée par KNX seulement si on fait la traduction des ordres vers l'installation. Sinon, on ne le fait pas. Donc, on traite les données et l'échange de données basé sur la distribution des messages aux abonnés. Donc, on passe directement dans l'informatique. Il y a d'autres termes en anglais. Data lake, on appelle ça en français, si on traduit, lac de données. Un lac de données est une méthode de stockage de données massives utilisant par les big data, tout ça des mots informatiques, pour être utilisé pour l'analyse, optimisation, efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive, la visualisation, etc. Donc,
dès qu'on passe dans les clouds, dès qu'on passe dans d'autres choses, il va falloir penser de faire d'autres types d'applications. Et voilà pourquoi, pour la plupart des cas, vont être des personnes non KNX. Si je parle trop vite, si vous avez des questions, si je ne suis pas clair, à votre disposition, il ne faut pas se gêner de m'arrêter. Voilà la vue globale. Et celle-là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, ça, je pense que ça va être très parlant pour vous, même si ça reste un tout petit peu en anglais. Vous avez quoi sur cette image? Vous avez une installation KNX, appelons ça classique. Vous avez le bâtiment, vous avez les clouds, et vous avez d'autre côté les utilisateurs qui sont les tablettes, les téléphones, les PC. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, l'installation classique, comme on dit, on la connaît, oui, vous les connaissez aujourd'hui mieux que moi, bien sûr, et on connaît ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on a les tablettes, les téléphones, les PC. On a ensuite les bâtiments, donc le Edge, comme on dit. On a ensuite les clouds. Et maintenant, on peut commencer, si vous voulez, de se dire. Bon, pour sortir de KNX classique, on a besoin d'une interface pour aller dans les clouds et ensuite d'aller vers les PC. Très bien. On a en même temps, même si on fait ça, ce que c'est marqué là en anglais, c'est ni plus ni moins, c'est que les données telles qu'elles sont dans le KNX classique restent telles techniques. Donc, on n'a aucune visibilité ou compréhension dans tout ce qui est le traitement par Internet. Ça, c'est une voie. Une autre voie, c'est par un serveur des constructeurs qui est un serveur web. Et par la même occasion, par contre, maintenant, on commence d'avoir sur le même langage de KNX classique toutes les informations qui ont besoin. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on fait ce type de liaison, c'est que on est relié à la façon dans laquelle le constructeur de cette boîte est vu de l'autre côté. Donc, ce n'est pas universel, ce n'est pas traductible. Soyons très clairs. KNX masse comme ça, on veut appuyer sur un switch et on veut allumer en lumière. Tout ça, ça se fait, vous savez, par ETS, très classique, par l'adressage. Maintenant, si cette donnée, on les met sur le réseau, elle reste sur le réseau, personne ne le comprendra. De même manière, si on fait la même opération côté web constructeur, personne ne le comprendra. Donc, il va falloir faire quelque chose pour que ces deux parties-là se comprennent. Sur ce dessin, vous avez toutes les problématiques qui doivent être résolues et très claires. On a un classique où on a KNX que vous connaissez. On ne peut pas avoir la liaison vers le PC et ainsi de suite de façon classique, on peut dire, ni par le cloud, ni par le serveur. Donc, il va falloir résoudre ces problèmes. Pour ce faire, vous avez encore une fois les stacks de communication. Et maintenant, faisons quelques exemples. J'espère que vous voyez, parce que sinon, voilà les trois pas. On a l'ETS, on a rajouté des capteurs en thread, IPv6, encore une fois, réseau maillé et réseau par Wi-Fi. Et de l'autre côté, on a le KNX, je vais dire, classique. Ça, c'est pas numéro 1. Le pas numéro 2, c'est qu'en ETS, on doit déclarer tous les composants tels que vous les connaissez parfaitement bien. Et ensuite, on peut les regrouper. Ça, jusqu'à là, je pense que pour vous, c'est aucun des mystères. C'est ce que vous faites habituellement. La seule différence, c'est qu'on fait avec du classique, avec du thread, qui veut dire c'est des IoT. Ensuite, on peut avoir l'existant KNX classique et de rajouter et de tout avoir des applications qui sont au point de vue systémique sur IP et qui restent en ETS. Par contre, tous ces types de passerelles, les logiciels néanmoins, c'est dorénavant virtuel. Cela veut dire qu'il peut fonctionner n'importe où, soit dans les appareils, soit dans le Edge, soit dans le cloud. C'est ça qui est la différence et qui vous posera éventuellement des problèmes systémiques de comment le mettre en œuvre, parce qu'il va falloir savoir où mettre toutes ces informations. Et ça, c'est la première façon de faire, à savoir Edge dans les bâtiments.
ou de l'autre côté, ça va dans le cloud. Donc, si on revient dans notre petite animation, dorénavant, on a KNX classique avec tout ce que vous connaissez, mais il faut rajouter les KNX IoT Gateway en tête pour pouvoir communiquer dans le monde extérieur. Ensuite, et en anglais, là-dedans, vous avez tous les problèmes qui sont résolus. Les concepteurs, c'est comme ça que ça marche. On a ensuite le récepteur de l'autre côté, qui est toujours un KNX IoT Gateway. Et on a ensuite, si vous voulez, le téléphone, la tablette et le PC. Comment ça se passe maintenant? On peut rajouter, tel que vous avez compris, une fois que tout ça se met en œuvre par le ETS, on peut rajouter, à cause de la conception by design, par la conception systémique, on peut rajouter n'importe quel type de IoT. Donc, on peut sortir avec des applications autres, soit par des membres KNX, soit par des tiers, soit avec KNX classique, soit des KNX IoT, ou d'autres types de matériel qui viennent d'autres types. C'est ça, si vous voulez, la nouvelle façon de faire qui vient avec les KNX IoT. Et bien sûr que la partie que nous, KNX International, nous préférons, c'est d'utiliser Thread. Si vous avez été à Light Building avant la pandémie, la dernière, vous avez dû voir un stand de Thread qui était ensemble avec KNX. Par ailleurs, ce Thread, c'est une association consortiale très grande dans laquelle même tous les GAFA proposent des produits et ont l'intention de l'amener à la fois en résidentiel et en tertiaire. Maintenant, les avantages, c'est point de vue des fabricants. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour les constructeurs? C'est mieux positionné KNX sur le marché en pleine croissance des IoT. Vous avez beaucoup de bruit de tout ce qui se passe dans les bâtiments. Et je parle de bâtiments. Tout ce que je viens de dire est relié au bâtiment et pas à un autre domaine. C'est très clair. Le domaine, c'est les bâtiments. Et on parle des maisons intelligentes, des smart, de tout ce que vous voulez. Mais c'est ni plus ni moins tous les dessins que vous avez vus auparavant. Inclure le grand nombre de fabricants qui sont pas membres de KNX et utilisent des protocoles propriétaires, promouvoir des solutions mondiales, etc. Le plus important, je pense, c'est pour vous, les planificateurs et intégrateurs. En complétant KNX classique avec KNX IoT, les systèmes existants peuvent être étendus avec de nouvelles technologies. Les connaissances existantes de KNX peuvent continuer à être utilisées. Donc, en d'autres termes, tout ce que vous savez à ce jour, c'est une richesse que vous gardez et vous continuez et vous allez le développer tel que je vous avais présenté. Les connaissances actuelles de l'ETS peuvent continuer d'être utilisées, pas seulement des produits, des applications, mais aussi la mise en œuvre. Et les données sémantiques étendues peuvent être utilisées à d'autres fins, par exemple les BIM, les jumeaux numériques, etc. Restant un tout petit peu, ça va s'appeler un KIM. Donc KNX Information Model. En d'autres termes, comme tout est mis dans KNX tel que vous les connaissez dans les KNX classiques, tout ça, il faut les traduire dans le langage humain et pour d'autres applications. Et ça va s'appeler KIM. Je pense que j'ai fini, et d'ailleurs j'ai fini en termes parce que tout ça, c'est les slides que je vous avais préparés. C'est ni plus ni moins des slides en anglais que vous pouvez les voir pour voir comment c'est fait dans les documents de standardisation. Et je vais finir avec ça. Et ensuite, je vais arriver, si l'ordinateur me laisse en temps réel. OK, IP Bliss n'est pas une nouvelle organisation, mais bien une communauté regroupant des organisations existantes qui travaillent ensemble. Les membres d'IP Bliss ont l'objectif d'aligner les procédures d'intégration et de communication au réseau et de partager appliquées dans le réseau IP. Ces procédures communes assurent l'intégration uniforme de différents systèmes de contrôle de gestion des bâtiments dans un réseau IP administré et partagé, parce que la grande volonté, c'est de mélanger tout ce qui est technique avec tout ce qui est informatique. Et de l'état actuel dans lequel tout est siloté, hein,
Ça, par exemple, c'est la lumière, c'est le HVAC, c'est d'autres types de sécurité. On y arrive demain d'avoir un seul réseau IP avec toutes les applications de domaine, même dans le Edge ou même dans le cloud. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait la grande prouesse de finir ma présentation, j'espère, en temps. Et les membres sont BACnet, c'est Thread, c'est DALI, c'est KNX, c'est Open Foundation et c'était Zigbee qui aujourd'hui s'appelle CSA. Donc pratiquement vous avez tous les milliards, j'utilise bien le terme d'investissement de toutes ces communautés qui vont amener au marché toute la partie, je vais dire, des réseaux IP. Et je vais finir avec une chose de penser. Un réseau IP, c'est la plus grande qualité qui amène, c'est l'adressage unique. L'adressage unique permet donc d'avoir un seul réseau et de le mélanger avec toute l'informatique traditionnelle. Donc nous revoilà pour la suite de notre matinée ETS 6 Days. Donc nous allons retrouver François Meyer donc de KNX France pour une présentation donc sur ETS 6, les nouveautés. Donc François qui est en duplex de chez lui. Donc François, je te laisse la main et je vous dis à tout à l'heure après cette présentation. Ok, bonjour à tous, François Meyer, KNX France. Donc je m'occupe du mandat qui s'appelle Technique et formation au sein de KNX France depuis 2018. Je vous rappelle qu'il tient à cœur à KNX France de mettre la formation au centre de l'évolution de cette technologie. On va être ensemble pendant une trentaine de minutes, du coup je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. On va parler une dizaine de minutes par sujet. Les sujets sont la topologie, le KNX Secure et enfin l'ARF. Gardez vos questions pour la fin. Il y a un temps d'échange qui est prévu pour la fin afin que vous puissiez poser toutes vos questions par rapport à ces trois sujets, mais aussi à des thèmes plus larges en relation, bien sûr, avec le KNX et l'ETS. Juste un petit rappel, voilà quelques abrégés que vous allez pouvoir trouver sur des slides, parce que c'est des slides qui sont nativement en anglais. Vous connaissez tous la musique. Les traductions ne sont pas toujours effectuées jusqu'au niveau des dessins. Quoi qu'il en soit, on a tous historiquement en tête les fameux 64 participants sur un segment de ligne. Pardon, je vais juste prendre un petit repère. Donc, on a tous en tête les 64 participants pour une alimentation. Et puis, quand on voulait faire une installation un peu plus grande, on rajoutait des répéteurs. Et puis, voilà comment était faite notre ligne. Donc, en général, avec 4 alimes et 3 répéteurs. En 2018, il y a eu une petite rupture par rapport à ça. Est né dans le protocole ce qu'on appelait le TP 256, c'est-à-dire que grosso modo, on pouvait derrière une alim, à condition de respecter toujours les distances à cause des chutes de tension, avec une seule alim, on pouvait mettre 256 participants sur la même alimentation. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore d'alimentation 2,5 ampères. Quoi qu'il en soit, la moitié, ça se trouve assez aisément sur les sites marchands en ligne. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on peut mettre 128 participants, puisqu'on parle d'alimentation 1280 milliampères. On peut donc mettre tous ces participants derrière une seule et même alimentation, à condition qu'elle soit à peu près au milieu et qu'on respecte les distances que vous connaissez tous, donc 350 mètres entre l'alim et le participant le plus éloigné et 1000 mètres en tout de câble déroulé. Par contre, ce qui ne change pas depuis 2018-2019, c'est toujours les problèmes de longueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la longueur est dépassée, soit entre des participants, soit entre la ligne, le participant, ou le nombre total de bus déroulés, il faudra toujours recourir à des répéteurs ou des coupleurs de segments. On verra un peu plus tard ce que ça peut vouloir dire et donc remettre des alimentations comme on le faisait jusqu'à présent. Pourquoi avoir
modifier un petit peu la partie topologie. Il y a un deuxième aspect qui est, vous l'avez sûrement déjà entendu ou entendu parler, c'est ces fameux coupleurs de segments. Alors, c'est quoi un coupleur de segments? Pour vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi ça peut correspondre, on va revenir sur une constitution d'un projet de taille moyenne où on voit qu'il y a beaucoup de lignes avec éventuellement même des zones. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en train de bouger la souris, ça se passe tout en haut. Donc, on a deux zones avec dans chacune des zones 5 lignes. Donc, voilà un petit peu sur le côté droit comment ça s'est fait. Donc, derrière, on a la partie, entre guillemets, topologie opérationnelle telle qu'elle peut être faite aujourd'hui. Donc, on a les lignes avec les coupleurs de zones, les coupleurs de lignes. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait de moins en moins parce qu'ici, on était sur des coupleurs de zones qui étaient TP/IP. Ça voudrait dire que tous ces coupleurs de lignes, il faut encore ajouter des alimentations sur les lignes principales 1.0 et 2.0. Donc, ça fait encore une fois un petit peu de matériel en plus. Et en fait, l'idée, et vous le faites beaucoup d'entre vous de plus en plus, c'est que en fait, tous les coupleurs de lignes deviennent TP/IP. Ça veut dire qu'on perd toute la topologie de coupleurs de zone et tout se passe dans l'IP. Ça, c'est super. Donc, on voit ici la représentation. On a gagné du matériel, on a économisé 2 alimes, 3 alimes, du coupleur, 2 coupleurs de zone. Et donc, c'est plutôt pas mal. L'inconvénient de ce type de montage, c'est que si aujourd'hui l'usager ou l'utilisateur de ce bâtiment a besoin de produits radio, il ne saura pas le faire. C'est-à-dire qu'il devrait revenir en arrière sur la topologie pour pouvoir créer une ligne radio. Donc, c'est en fait une perte de temps et d'argent. C'est pour ça qu'ont été inventés les fameux coupleurs de segments. L'idée du coupleur de segments, on est sur une ligne qui du coup va être TP, puisque dans l'architecture qu'on avait décidé, on serait en tout coupleur de ligne TP/IP. Et du coup, on peut rajouter un sous-segment qui, lui, pourrait être radiofréquence. Pardon pour la mise en page des slides. Donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'adressage comme ce qu'on faisait avant? On voit tout en bas sur la dernière ligne, finalement, qu'un coupleur de segments, c'est comme un répéteur dans TP64 historique. La grande différence entre un répéteur et un coupleur de segments, déjà, d'une, on peut changer de média, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément paire torsadé, il peut être RF. Et deuxièmement, il a une table de filtre. Je vous rappelle à tous qu'un répéteur n'a pas de table de filtre. Ça veut dire que tout ce qui se passe d'un côté se passe de l'autre. Et là, du coup, c'est pas cool. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire la remarque. Si vous mettez 128 participants derrière une alim, le problème va pouvoir venir de l'engorgement du trafic sur le bus. Donc des fois, même si on pourrait s'en sortir avec une seule alim parce que la consommation de l'installation est suffisante, dans certains cas, il faudra peut-être quand même passer soit par un segment, soit par un répéteur pour un petit peu minimiser le trafic sur le bus. Autre nouveauté, au sein de ETS même, vous voyez que dans la partie topologie, aujourd'hui, on trouve des nouveaux symboles. Donc, on retrouve un nouveau symbole qui est un petit peu un point qui représente des zones. On retrouve des lignes TP avec un symbole différent et on trouve des segments qui, eux aussi, ont leur propre couleur suivant si c'est IP, TP ou RF. Donc, l'IP, vous l'avez remarqué, c'est plutôt bleu.
Le TP, c'est plutôt vert, ça fait penser un petit peu à la couleur du bus, et le orange pour la radiofréquence. Et vous voyez qu'on peut mélanger tout ça au sein d'une ligne. C'est plutôt pas mal. Au niveau topologie, ben ici un petit détail d'ETS. Alors la particularité, c'est qu'en fait, dans une ligne, les sous-segments seront présentés en premier, même si vous le voyez ici, le participant 0.8.40, il est devant le 0.8.1. Alors c'est comme ça, c'est parce que les segments sont rattachés directement à la ligne et pas à d'autres, éventuellement d'autres lignes. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors tout d'abord, KNX Secure, pourquoi faire? Je vous invite quand même à aller regarder quelques vidéos que vous trouverez facilement sur Internet. Vous tapez Secure KNX et puis sur votre outil de streaming préféré, vous allez trouver quelque chose qui sont assez intéressantes. Donc le problème, c'est des problèmes concrets d'attaque, soit par le réseau informatique, soit directement par des gens avertis qui se connectent sur le bus. Donc de toute façon, tous ceux qui m'écoutent dans la salle sont avertis puisque vous êtes tous passés par la formation KNX Advanced. N'oubliez pas aussi que quand on parle de sécurité, alors je ne vais pas en parler plus que ça, mais vous le verrez dans la vidéo, des fois ça se concrétise aussi par la mise en place de matériel spécifique, notamment des vis anti-vandales, etc. D'accord? Donc c'est juste un petit détail. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours complet, mais d'aiguiser votre curiosité pour que vous alliez voir de quoi on parle plus en détail puisqu'on n'aura pas le temps, vous vous doutez bien, dans les 10 minutes qui sont imparties à ce sujet-là. Tout en haut pardon, de l'image, vous avez un télégramme KNX normal entre n'importe quel capteur et n'importe quel actionneur. C'est un message qui s'appelle plain en anglais, donc non sécurisé. Et vous voyez en dessous que, en fait, un message sécurisé, il va être plus long. Donc, il va utiliser plus de temps sur le bus. Ça veut dire que, pardon, quand on va faire une installation sécurisée, tous les télégrammes de l'installation ne seront pas sécurisés parce que sinon, ça passerait plus, entre guillemets, dans le tuyau. Donc, on va sécuriser que les télégrammes qui sont dangereux pour la sécurité et des personnes et éventuellement de l'intrusion dans le bâtiment. Donc, vous voyez que déjà, il y a quelque chose qui s'ajoute. C'est ce qu'on appelle un code séquence. Donc, de ce fait-là, le télégramme, il est plus long. Et en plus de ça, il y a un code d'authentification. Ça veut dire que les télégrammes sécurisés vont forcément prendre plus de temps sur le bus. Comme ces télégrammes ne sont pas standards, eh ben, il faut du matériel adapté, tout simplement. Vous voyez qu'en plus, au niveau sécurité, ce qui a été prévu, c'est en plus qu'on ne puisse pas rejouer une séquence. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, il y a le numéro de la séquence qui est encrypté. Donc ça veut dire que si vous prenez un moniteur avec un outil même informatique, hein, puisqu'on peut imaginer que dans une grosse structure, certaines données remontent sur l'IP, même en rejouant le même télégramme, il ne sera pas effectué ou il sera reconnu comme un télégramme intrusif. Et en plus de ça, si on n'a pas les codes pour déchiffrer les télégrammes, les données utiles sont encryptées, c'est-à-dire que grosso modo, c'est mélangé. Donc on est incapable de lire la donnée utile si c'est un bit on-off ou si c'est une valeur d'un compteur, etc. Donc tant qu'on n'a pas les clés, on n'arrive pas à lire. Dans la partie KNX Secure, on distingue deux parties. La première qu'on appelle IP Secure, c'est en fait tout ce qui se passe sur l'IP, comme son nom l'indique. Donc il y a un système de cryptage dans l'IP. Et bien sûr, KNX suggère aussi fortement d'utiliser des VPN dans tous les sens.
surtout si c'est des parties de bâtiments, voire sur des lieux différents. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc ça, tout simplement, on se sécurise sur l'IP pour éviter qu'un hacker qui, par exemple, a hacké le Wi-Fi d'un hôtel puisse aller plus au sein de l'installation elle-même. Le deuxième, qui est le data secure, qui comprend aussi, dans certains cas, des couplages IP, hein, puisqu'on peut très bien avoir une partie de couplage IP. Les télégrammes ne sont pas les mêmes que sur la partie IP tout court. Et donc, tous les participants qui sont connectés au bus ou radio, bien sûr, peuvent subir un chiffrage. Bien sûr, pour que, on le voit ici en haut à droite, par exemple, pour que ce coupleur IP soit capable de laisser passer des trames chiffrées, il faudra prendre un coupleur secure. Un coupleur traditionnel ne saura pas utiliser et décoder ces télégrammes. Donc, rappel très important, quand vous créez un projet sécurisé, le ETS va toujours vous demander en premier de sécuriser le projet. Un petit conseil à ceux qui ne le savent pas, parce que en fait, quand vous perdez le mot de passe, il faut tout simplement que votre matériel soit retourné au fabricant, parce que sinon il est plus utilisable. Dans votre nom de projet, mettez entre parenthèses le début et la fin du mot de passe que vous avez choisi, ou alors une phrase qui vous aide à retrouver facilement le mot de passe. Ça évite beaucoup de soucis et ça prend pas beaucoup de temps. Le problème, c'est que si vous mettez des aides sur la façon de trouver le mot de passe dans les commentaires du projet, ben, vous y avez tout simplement pas accès à ce stade-là. Donc, bien sûr, c'est un mot de passe assez fort, hein, avec des majuscules, des minuscules, comme vous avez l'habitude de le faire maintenant sur tous les sites. Et donc, ben après, on voit sur l'accueil du projet toute la partie sécurité et avec des rappels très rapides où on voit qu'il y a 3 certificats qui sont affectés et 2 produits qui n'ont pas de certificat. Donc là, dans le projet, on voit qu'il y a 5 participants, mais je ne veux pas brûler la primeur à Marie-Pierre qui vous fera une petite démo plus en détail après. Donc en fait, comment ça se passe quand on ajoute un produit sécurité ou secure? On va tout simplement cliquer ici sur ajouter un certificat. Ça va se faire soit par une saisie, soit par un scan d'un QR code. Et puis ici, on récupère le numéro d'origine du fabricant. Ce qui se passe après, c'est que en fait, ces numéros sont convertis en un numéro runtime, c'est-à-dire qu'on va mélanger tous les numéros fabricants et on va en faire des nouveaux numéros, pardon. Et c'est en fait ces numéros qui transiteront sur le bus. C'est-à-dire que si quelqu'un va physiquement scanner ce QR code, ça ne sera pas le mot de passe qui va circuler sur le bus et donc on a déjà une protection à ce niveau-là. Il va sans dire que les sauvegardes, c'est quelque chose de très important parce que si vous perdez les mots de passe, ben, ni l'utilisateur ni vous n'aurez plus accès à ce projet et puis ça sera beaucoup de temps et d'argent perdu. Donc n'oubliez pas, les mots de passe, c'est quelque chose qui se manie avec précaution et, et donc il faut être très vigilant sur des projets secure. Vous voyez que dans la topologie, c'est pareil, on voit si des produits sont secure, s'ils ne le sont pas. Donc, juste avec le petit bouclier, hein, ça rappelle un petit peu les boucliers de l'alarme, c'est fait pour ça. Et puis, vous voyez aussi que même au sein d'un participant, vous pouvez avoir des canaux qui sont secure et d'autres non. Donc voilà, ça permet d'avoir des adresses de groupe
qui sont sécurisées et des adresses de groupe non sécurisées, et tout ça, ça fonctionne parfaitement ensemble. Après, il y aura toujours ces restrictions, c'est-à-dire que si vous avez un objet secure que vous voulez lier via une adresse de groupe à un objet d'un autre participant qui, lui, n'est pas secure, ben, bien sûr, vous serez averti, heureusement. Que dire de plus? Au niveau de la ligne réseau, c'est pareil, hein. À partir du moment où il y a un participant secure, si par exemple c'est de l'importation de projet, et vous définissez que la ligne réseau doit être sécurisée, ben, tous les participants qui ne sont pas sécurisés, ils seront éjectés du projet. Donc, c'est quand même des choses à savoir. On n'importe pas ou on bascule pas de manière aussi simple un projet qui était non sécurisé en projet secure. Il y a beaucoup, beaucoup de précautions à prendre et il faut le faire de manière consciencieuse. Euh, que dire de plus? On a bien sûr des codes, vous le voyez ici, différents. Donc ça, c'est surtout quand on va faire de la connexion à distance, avec l'idée de pouvoir choisir des mots de passe différents pour le chargement ou pour l'utilisation. Donc ici, un exemple de données non interprétables, c'est-à-dire que grosso modo, les données utiles sont tout simplement mélangées au niveau du télégramme. Donc impossible de décoder même quand on maîtrise parfaitement ce qui se passe à l'intérieur des télégrammes, puisque par définition, ils sont mélangés. Alors, on n'aura pas le temps vous ne verrez pas de démo sur, sur la partie secure, tout simplement parce qu'on n'a pas encore réussi à avoir les matériels en temps et en heure. Donc, il y a aussi cette histoire de avec ou sans proxy, c'est-à-dire que on peut isoler des morceaux de l'installation grâce à ces nouveaux proxys qui vont permettre en fait de passer entre deux zones sécurisées, de passer à travers une zone non sécurisée, sans que toutefois les télégrammes puissent être lus et interprétés dans cette zone-là. Donc c'est un chapitre qui mérite beaucoup, beaucoup d'explications. Et encore une fois, c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la tâche, parce que souvent aussi, ce qui va se passer, c'est que je passe rapidement sur les données, sur les transferts, pardon. Des fois aussi, déplacer physiquement du matériel va permettre d'économiser de l'argent et de mettre trop de coupleurs secure, par exemple, hein, en regroupant les participants qui doivent être sécurisés sur quelques lignes ou segments uniquement. Ça évite de rendre toute l'installation secure et ça fait chuter un peu le prix et ça facilite la mise en œuvre. Un peu de radiofréquence. Donc, l'ARF, pourquoi faire? Bah, tout simplement, l'ARF, c'est que il se peut que dans certaines installations, vous ayez besoin, ou le client a besoin de pouvoir installer des produits radio, soit parce qu'on a oublié, soit parce que on n'a pas possibilité de passer du bus ou pour toute autre bonne raison. Une télécommande, par exemple, dans une voiture, ben, on l'imagine que en radiofréquence. Donc la radiofréquence, par rapport à ce que vous connaissez peut-être ou ce que vous connaissiez chez certains fabricants qui proposaient des solutions propriétaires, ici on est sur le standard KNX jusqu'au bout. C'est-à-dire que le bouton poussoir radio ou le module encastré radio est RF KNX du début à la fin. Donc c'est pas, je vais prendre un exemple d'un fabricant qui a un petit peu des points bleus. Tout ce qui s'arrêtait aux bornes du coupleur de médias dans la partie radio, c'était pas normalisé. Et donc maintenant, tous les produits RF que vous achetez, qui sont labellisés RF+, sont interopérables entre eux.
Donc là, c'est pareil, je ne vais pas vous refaire tout le cours sur l'ARF. Rappelez-vous juste quelque chose fondamental, c'est que l'ARF, elle traverse les murs quand ça ne nous arrange pas. C'est que des fois, il y a des télégrammes qui se perdent. Quand il y a du métal, ça passe beaucoup moins bien. Enfin voilà, il y a des réflexions, il y a des choses. Et en fait, quand vous étudiez un petit peu les schémas et que vous regardez les schémas, vous comprenez aisément que l'ARF, c'est un peu plus touchy et c'est plus compliqué. Et des fois, on peut même se demander comment ça réussit à marcher finalement. Donc, ce qui se passe, on le voit ici, c'est que tout ce qui se passe au niveau du bus est tout simplement converti en ondes radio et démodulé du côté radio. La grande nouveauté aussi, c'est ce qu'on appelle le KNX RF multi. Ça veut dire qu'on a plusieurs fréquences qui, en même temps, vont pouvoir communiquer sur le bus. Vont pouvoir communiquer ou devront communiquer parce que tout simplement, dans un panel d'appareils RF, on va prendre un segment radio par exemple, on peut avoir du matériel plus ancien qui serait lui plutôt lent avec du matériel tout récent qui lui serait plutôt rapide. Et donc du coup, avant ETS6, ce qui se passait quand on envoyait un télégramme, en fait, on l'envoyait de la manière la plus lente possible pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne. Bien sûr, s'il n'y avait que des appareils rapides, on envoyait du rapide. Mais en tout cas, s'il y avait un mélange de formats ou de vitesse de réception et d'émission de télégrammes, on prenait le plus lent pour être sûr que tout le monde le comprenne. En fait, avec Multi, le même appareil est capable d'envoyer des trames lentes s'il communique avec un appareil lent en face, ou des trames rapides s'il communique avec un appareil rapide en face. Et tout ça, c'est géré dans ETS. Vous n'avez pas de choses spécifiques à préciser. Donc, vous voyez que, en fait, là où il y a marqué prêt, c'est, encore une fois, c'est traduit, c'est des RF ready. Et eux, vous voyez que c'est les plus performants et donc forcément, c'est les derniers arrivés sur le marché et forcément plus rapides. Vous voyez par contre que quand on est en KNX Ready, on n'a pas ce qu'on appelle des acquittements rapides. Donc la trame d'acquittement va être un peu plus longue que sur un rapide tout court. Ok. Encore une fois, on n'a pas le temps de tout essayer, de tout expliquer de bout en bout. Le but pour moi, c'est de vous donner envie et aussi de proposer ça, bien sûr, à vos clients. Ça vous rappelle quelque chose. En fait, c'est le télégramme classique que vous avez tous appris pendant vos semaines de formation. Et en fait, ce télégramme, eh ben, il est tout simplement noyé dans un bloc de données séparé. Et un télégramme RF+, en fait, est constitué de deux blocs. On a un premier bloc avec son champ de contrôle et sa somme de contrôle, un petit peu comme dans le télégramme usuel. Sauf qu'entre, il y a un fameux numéro de série ou adresse de domaine. Donc le nom de domaine, pour mémoire, c'est ce qui va différencier un produit radio par rapport à un autre. Pourquoi est-ce que ce nom de domaine a été instauré dans la partie RF? Prenez le cas de deux appartements strictement identiques accolés que vous devriez réaliser pour un promoteur. Vous allez bien sûr, si c'est strictement le même, faire une copie du projet du premier dans le deuxième appartement et le boulot est fait. Sauf que s'il n'y avait pas ce numéro de série qui est unique pour chaque projet, quand vous allumez la lampe dans un appartement, ça allumerait bien sûr la lampe dans l'autre appartement. Et c'est grâce à ce premier bloc de données qui contient un numéro de série ou une adresse de domaine que les deux, en fait, vont ne pas être interopérables. D'accord? Et donc, le deuxième bloc de données, c'est ce que vous connaissez. Bien sûr, comme il peut y avoir des problèmes de réception en radiofréquence, ben, on a possibilité de faire de la répétition, vous le voyez ici, sur le switch 1.
je veux commander par exemple le lumineur 2. Si je suis en limite de portée, ben, je peux dire au luminaire 1 d'être un répéteur. Et en fait, tout comme un répéteur ou un coupleur dans la partie TP, il va recevoir le télégramme, il va agir sur le compteur de routage et il va le réémettre. Donc ça va en fait, entre guillemets, augmenter la portée. On le voit ici, donc ça c'était ce qu'on faisait avant. On avait donc par exemple un coupleur de ligne en jaune et on rajoutait un coupleur de média qui était en fait un coupleur de ligne mais qui était plutôt TP radio. Et bien sûr, on peut aussi avoir des installations qui sont complètement radio. Donc soit ça se programme soit avec un stick USB qui lui va être comme un coupleur et en fait qui va prendre en compte tout ce qu'il faut pour télécharger. Et sinon, après en runtime, ben, les appareils se parlent à eux-mêmes directement, sans passer par le coupleur. Ça, je passe, puisque ben, vous l'avez compris, hein, on n'est plus tout à fait dans le standard. Et ici, sur cette slide, vous voyez apparaître ces fameux noms de domaine en bas à droite. Donc, on peut en générer un nouveau. L'idée, c'est que ici, on peut donc avoir des segments qui sont soit dans des noms de domaine différents, soit on peut leur donner le même nom de domaine et du coup, le télégramme ne sera pas bloqué au niveau des coupleurs de segments ou de lignes radio. Donc, voilà le fameux stick qui permet de programmer. Voilà aussi un petit tableau qui montre donc au niveau des abréviations, le R c'est ready, le F c'est fast et le S c'est slow. Donc vous voyez que normalement le meilleur compromis c'est un produit qui peut faire du R, du F et du S. C'est avec ça que vous êtes sûr de pouvoir récupérer toutes vos installs. Si vous avez que un R, ben il ne saura pas communiquer avec un LAN. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu avant comme dans la partie secure. On ne commande pas juste un produit parce qu'il est moins cher que l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut partir du besoin et définir le produit qui répondra le mieux aux attentes et aux besoins du chantier et du client. Hum, voilà comment on peut définir des plages d'acquittement rapides, hein, c'est-à-dire que on va désigner quelqu'un qui va répondre pour les autres. Voilà un petit peu à quoi ressemble un nom de domaine. Et c'est là où on choisit si c'est juste du ready ou du multi. Il faut rappeler, hein, il y a quand même une différence entre les deux. Donc, quand on a du mélange avec des vieux produits et des produits tout récents, il vaut mieux passer en multi. Et puis ici, on a un temps d'attente qui permet de limiter éventuellement des choses qui se passeraient sur la partie RF. Donc voilà des petits exemples. Bien sûr, vous pourrez voir le replay et bien sûr, on mettra à disposition en téléchargement ce genre de slide pour que vous puissiez vous accrocher à quelque chose. Mais après, vos centres de formation et vos anciens formateurs sont tous prêts à vous donner un coup de main là-dessus parce que je pense que c'est vraiment l'avenir. Et comme les IoT, c'est une extension naturelle du bus KNX. Nous voilà de retour donc pour la dernière partie de cette matinée avec une présentation live de TS6 par Marie-Pierre. Voilà, donc Marie-Pierre, je vais te laisser la main, je te laisse te présenter et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je me présente rapidement, Marie-Pierre Fouinsard. Je suis tombée dans la marmite du KNX il n'y a pas très longtemps, c'est pas quand j'étais petite, mais il y a environ 4-5 ans, suite à une reconversion professionnelle.
Je suis certifiée Advanced depuis 2018, co-gérante de ma société SBS Domotique sur Besançon depuis 2019, et je fais du KNX mon cheval de bataille, aussi bien dans ma société qu'au sein du collège intégrateur depuis sa création en 2020. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le lancement de la nouvelle version du logiciel de configuration ETS6. Déjà, parmi vous, qui a utilisé cette nouvelle version? Je fais appel à la salle, je vois des mains levées un petit peu partout. Ok, on va tester, on va voir si vous avez à peu près au point sur les nouveautés. Voilà. Donc, tout d'abord, normalement, vous voyez mon écran. Donc, vous pouvez voir à l'écran la nouvelle page d'accueil de TS6. On voit, elle est bien plus illustrée qu'auparavant, que désormais, nous pouvons, sur la page d'accueil, imager tous les projets. Donc, en fait, vous avez l'ensemble de vos projets locaux qui se situent sur une partie ici. Logiquement, vous avez ma souris, voilà. Donc, vous pouvez associer des images sur vos projets. Vous voyez des petites étiquettes que vous avez en dessous. Donc ces étiquettes, par exemple, vous pouvez les créer, les modifier comme vous voulez afin d'améliorer la classification de vos projets. Donc du coup, très visuellement, vous pouvez voir directement, par exemple, en jaune, j'ai mis mes projets résidentiels, mes projets plutôt tertiaires avec le bleu-vert, en vert, les projets immobiliers, là nous avons la valise. Nous pouvons vraiment classer nos projets comme nous le souhaitons. Voilà. On va aller voir un petit peu plus en détail cette topologie. Donc directement depuis la topologie, vous reprenez donc l'image de votre projet, le statut comme on pouvait connaître sous ETS5. Par contre, petite nouveauté, vous voyez directement le nombre de participants, la topologie, le nombre de pièces de votre structure. Donc, sans ouvrir le projet, vous avez déjà une vue globale du détail du projet. Vous avez dans cette partie-ci la partie archive. Je vais vous la montrer un petit peu plus précisément après. Tout l'historique de votre projet et ainsi si vous avez une partie secure sur le projet. Pour la partie archivage que vous avez là, stockage de données. Dans la partie paramètres, vous pouvez indiquer le lien d'accès que vous souhaitez pour la partie archive. Donc aussi bien sur un serveur local chez vous, ou sur l'ordinateur. Et voilà, pour le choix du projet, imaginons là, moi par exemple, mon archivage se fait sur un disque dur externe. Et quand je vais dans mon projet, vous avez bien mon projet, comme ça, je fais un autre, celui-ci. Exporter. Voilà, sauvegarde vers l'archivage. Et du coup, vous le retrouvez directement dans vos dossiers d'archivage que vous pouvez pareil classifier comme vous voulez. Et éventuellement adapter selon les personnes qui utilisent le logiciel différents dossiers avec des accès séparés. On est sur un projet secure. Voilà. C'est un gros projet. Et quand on retrouve dans l'archivage, on a donc bien le projet qui se situe. Donc vous avez bien le projet qui se retrouve en archivage. Ensuite, on va aller voir un projet un peu plus en détail. Donc là, c'est le projet que vous avez qui correspond à la mallette qui est située à côté de moi. Comme vous disait François tout à l'heure dans la topologie, maintenant, depuis qu'on est passé sur le TP256, on n'est plus limité aux 64 participants dans une ligne, mais à 256. Avec les ALIM actuellement sur le marché, on est plutôt pour l'instant jusqu'à 128 participants. Voilà, il n'y a pas la limite, en tout cas technique, du 128. Pour des soucis économiques, vous pouvez réussir à réduire justement sur des installations grâce au coupleur de segments. Donc, la topologie qui est là. Donc dans la topologie, vous retrouvez les icônes que François vous a montré tout à l'heure. Toujours dans le but d'être plus clair, plus visuel au départ.
vous avez des petites icônes pour les zones, les lignes et les fameux segments qui apparaissent à ce niveau-là. Dessus. Donc vous êtes sur des segments verts quand on est sur du TB et plutôt jaune-orangé quand on est sur du RF. Si vous voulez par exemple créer des segments, on rajoute un segment, on va dire RF mallette. Voilà. Et vous créez votre segment, votre nouveau segment dessus. Donc le segment va permettre d'avoir différents types de médias sur une seule ligne, donc du coup sous une seule alimentation, et de pouvoir limiter les coûts au niveau de tous ces coupleurs. Le principe d'un coupleur de segments, ça reprend un répéteur avec une table de filtrage intégrée. Alors, je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais une des grosses nouveautés également de TS6, donc on avait la page d'accueil, on a aussi son système de navigation. On est sur un système de navigation proche d'un navigateur internet, donc vous avez la possibilité d'ouvrir différentes instances, c'est-à-dire, par exemple, donc quand on parle d'instance, on parle... Donc, comme vous pouvez voir, à ce niveau-là, j'ai 3 instances bien distinctes, ouvertes en parallèle, qui peuvent vous permettre donc de voir différents projets et d'aller comparer des programmations, différents projets en même temps. Avant, sous ETS5, on avait tous nos projets qui s'ouvraient à la suite. Du coup, on avait vite tendance à se mélanger et à modifier le mauvais projet. Personnellement, petit retour d'expérience. Quand vous avez là, vous êtes sur des onglets avec des ouvertures et vous pouvez vous balader. Donc, vous décrochez l'onglet, vous le passez dans une nouvelle instance. Vous voulez le raccrocher, vous le repassez dedans. Et au niveau surtout de la navigation dans votre programmation, dans votre projet, désormais, alors, par exemple, on va nous balader un petit peu dans le projet. Voilà. On va revenir dessus. Oui. Et vous avez vos petites flèches du fil d'Ariane à ce niveau-là qui vous permettent de revenir très facilement dans les navigations entre vos objets. Donc, toujours dans le but de simplifier la navigation et l'utilisation du logiciel. Alors là, je suis un petit peu ouverte. Donc nous allons faire une petite modification sur la mallette actuellement présente à côté de moi. On va venir y intégrer justement une nouvelle ligne en LF pour illustrer les propos de François tout à l'heure. On va faire une simple petite commutation entre un bouton RF avec l'installation bus actuellement existante. Si jamais il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir, on est sur une présentation dynamique. Donc voilà, n'importe qui de la salle peut venir intervenir avec moi, c'est avec grand plaisir. Donc j'étais avec Loïc Lally de LDI pour une question sur ETS6. Donc Loïc, nous t'écoutons. Oui, j'aimerais savoir quel est l'intérêt en fait de passer de TS5 à ETS6 pour nous. Alors, pour les intégrateurs qui sont nouveaux, dirons-nous, qui vont acheter une licence ETS6, d'ores et déjà, il n'y a plus que la licence ETS6 qui est disponible. C'est déjà une bonne chose, forcément, vous n'avez pas le choix. Après, pour la migration de ETS5 vers ETS6, au niveau des coupleurs de segments, ils seront uniquement compatibles avec ETS6. Donc sur certaines installations, ça peut vraiment avoir un réel coût économique et d'utilisation pour l'intégrateur ainsi que pour l'utilisateur. Donc là, on n'a pas le choix, c'est forcément sous ETS6. Tout ce qui est également des RF+, est uniquement sous ETS6, avec les différents domaines. Toute la partie que François vous a expliquée avant, elle, vous la retrouvez sous ETS6. Il y aura une grosse mise à jour qui va arriver normalement début 2022, grosse mise à jour logicielle. Et après, premier semestre 2022, vous aurez également la possibilité d'avoir
les licences sur le cloud. C'est-à-dire que vous n'aurez plus forcément besoin d'avoir le dongle physique avec vous pour pouvoir accéder à ETS, ce qui est une grosse évolution au niveau du logiciel. Une dernière question. Bonjour, Albert Bouchouchard de Motizi. Est-ce que toutes les formations vont être faites à partir d'aujourd'hui en ETS 6? Oui, JB, je te laisse... Oui, donc effectivement, les formations aujourd'hui sont en train d'être migrées sous ETS 6 et à partir de janvier, l'intégralité des formations seront réalisées sous ETS 6 et donc les nouveaux supports seront très bientôt disponibles. Donc dernière question de François Pimorin, Data, donc en ligne. Donc avec la mise à jour ETS 6, peut-on garder ETS 5 et ETS 6 Pro sur son dongle? Donc effectivement, si vous faites une migration, vous ne changez pas de dongle, vous conservez votre dongle et vous pouvez avoir simultanément un ETS 5 Pro et un ETS 6 Pro sur votre ordinateur. Voilà, et pour rappel, parce qu'il y a une question tout à l'heure, ETS 6, tout comme les autres ETS, ne sont disponibles que sur Windows. Vous n'avez pas la possibilité de l'avoir sur Mac. Marie-Pierre, est-ce que je te laisse reprendre la main pour la suite? Oui, alors je sais Parfait, très bien. Si vous aviez continué à voir mon écran pendant le petit temps de questions. Non. Donc, nous sommes revenus sur la topologie. Nous avons une ligne RF qui est à ce niveau-là. Alors, je vais juste remontrer dessus. Donc, pour ajouter un nouveau coupleur TP RF, ajout participant, on reprend la référence. Donc, je suis sur un coupleur TBEN actuellement présent. Donc, petit coupleur qui est ajouté ici. Je vais remettre ici pour que vous le voyez. Tac. Donc là, on est sur un coupleur qui a la possibilité d'être en KNX Secure, donc on peut enregistrer le mot de passe. Voilà, je vais supprimer l'autre que j'avais déjà mis. Voilà. Ensuite, si on veut pouvoir utiliser quelque chose derrière notre coupleur, on va y mettre un petit bouton. Donc, sur un bouton unité, pareil. Je l'avais déjà mis. Alors, on ajoute dans la ligne. Nous avons donc notre ligne avec notre média de coupleur qui lui est toujours voilà, en 0. C'est ça, le petit bug. J'avais effacé le mauvais. Alors, donc, un coupleur de médias, vous le retrouverez toujours en adresse 0. On va tout d'abord lui donner son adresse. Voilà, nous avons l'adressage du coupleur qui est en train de se faire, puis notre bouton RF. Alors, nous allons faire un petit switch. Je ne suis pas une grande habituée au live. Le micro a tendance à dévier assez fréquemment. Alors. Donc nous allons piloter deux petits éclairages que nous avons là. Adressage du groupe. Vous voyez, si je vous montre un petit peu, comme tout à l'heure avec les instances, on peut décrocher notre fenêtre, on peut la balader. Si éventuellement vous travaillez sur plusieurs écrans, on passe d'un écran à l'autre, et tout ça vraiment très simplement. Bien, on la rattache. Donc on va aller chercher sur nos boutons, c'est un bouton RF de touche.
On va donc aller piloter tout simplement l'éclairage de la pièce numéro 1 que vous avez là, puis l'éclairage du couloir que vous avez là. Donc 6, 12. Nouveauté également dans ETS6, c'est la façon de faire les liens. Donc, quand on fait lier avec, on a directement, on n'a plus les deux possibilités comme on avait avant, c'est une seule fenêtre qui s'ouvre pour que vous n'ayez pas besoin de connaître votre plan d'adressage. Donc, vous pouvez le retrouver d'un seul coup. Donc, on est en 611, on avait dit. Et si par exemple, vous voyez, je tape pièce 1, directement, ça va me ressortir l'éclairage de ma pièce numéro 1. Voilà. Ensuite, pareil, on peut notre petit retour des pas. Et maintenant, on va télécharger l'ensemble. Donc, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, j'ai déjà téléchargé donc l'adresse de mon coupleur RFTP, l'adresse de mon bouton. Je télécharge maintenant les deux logiciels d'application. On va également pas oublier de faire la partie actionneur, sinon ça va être compliqué. Ensuite, alors, donc, on va juste aller chercher notre actionneur, notre KMA. Donc, notre KMA, le voilà. On va télécharger l'application. Alors, donc avec notre bouton RF, qui est simplement alimenté en 230 volts, hein, mais il n'y a pas de connexion bus dessus, nous pilotons donc l'éclairage de la pièce numéro 1, l'éclairage de la pièce numéro 2. Voilà. Et donc nous avons donc bien créé une ligne RF sur une installation qui n'en avait pas au préalable. Merci Marie-Pierre pour cette présentation. Donc je pense qu'on peut la féliciter, l'applaudir, c'est pas simple. C'est pas simple avec les aléas du direct. Donc, voilà, donc écoutez, on vous remercie d'avoir assisté avec nous à cette présentation. Si vous avez des questions sur le Facebook Live, n'hésitez pas. Si vous voulez des précisions sur certaines choses, j'avais vu une question passer tout à l'heure, effectivement. Alors j'ai envie de dire, entre guillemets, n'importe qui peut se connecter, créer un compte sur knx.org, acheter une licence, mais c'est pas parce que vous avez acheté une licence que vous allez être KNX Partner. Hein, pour les novices, aujourd'hui être KNX Partner, ça veut dire avoir fait 5 jours de formation dans un centre certifié, donc KNX, et avoir suivi donc cette formation basique, réussi l'examen avec 50% de réussite à l'écrit et à la pratique. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant qu'intégrateur. On sera content de vous avoir. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le collège intégrateur, donc KNX, qui a été créé il y a maintenant près de 2 ans. Donc, vous avez une trentaine de membres, que des KNX Advance.
Voilà, donc rejoignez-nous, on sera content de vous avoir avec nous, on est une grande famille. Remercier tous les intervenants, donc Dan Napar, François Meyer, Marie-Pierre Poinsard pour ces présentations, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu plus. Merci à KNX France donc de nous avoir donné cette opportunité donc de faire cet événement ETS6 Days qui, je vous rappelle, a été fait en simultané dans 20 pays différents à travers le monde. Et voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie tout le monde, je remercie l'assistance et je vous dis à très bientôt autour du KNX.